Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 63 ans et, jusqu'à mon divorce, je pensais savoir exactement comment le reste de ma vie allait se dérouler. Richard et moi étions mariés depuis 35 ans. Nous nous sommes rencontrés dans la vingtaine, alors que ni l'un ni l'autre n'avions grand-chose de plus que de l'espoir et de la détermination. Il s'est montré ambitieux dès le début, parlant toujours de promotion et d'objectifs de vente. Je travaillais dans la gestion de commerce de détail et j'aimais sincèrement aider les gens. J'aimais organiser les magasins, former les employés, résoudre les problèmes et trouver de petites attentions pour que les clients se sentent les bienvenus. Nous n'étions pas riches. Nous étions ordinaires. Avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me manque le plus, non pas Richard lui-même, mais la vie ordinaire que je croyais permanente. Nous avons acheté une modeste maison en briques dans la banlieue de Columbus. Nous y avons élevé 2 enfants formidables. Nous accueillions Thanksgiving chaque année, plantions des fleurs chaque printemps, nous disputions pour des choix de couleurs de peinture, rions de nos dîners brûlés et nous inquiétions pour le paiement des frais de scolarité universitaire. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Quelque part en chemin, la carrière de Richard a décollé. Il est devenu directeur régional des ventes pour une entreprise de fabrication qui fournissait des équipements dans plusieurs États du Midwest. Les promotions se sont enchaînées, accompagnées d'hôtels plus chics, de dîners d'affaires et de déplacements fréquents. J'étais fier de lui. Du moins, c'est ce que je croyais. Pour soutenir sa carrière, j'ai quitté mon poste de direction et j'ai accepté un travail à temps partiel plus proche de la maison. Cela semblait être la décision la plus pratique. Quelqu'un devait veiller au bon déroulement du quotidien pendant que Richard poursuivait ses opportunités. Je n'ai jamais compté les points. Le mariage n'était pas censé être une compétition, du moins c'est ce que je pensais. L'une des constantes durant toutes ces années a été Diane. Elle était ma plus proche amie depuis près de 20 ans. Nous nous étions rencontrés au sein du comité de bénévolat de notre église. Elle était drôle, dynamique et semblait toujours impatiente d'aider son entourage. Après le décès inattendu de son mari, notre famille l'avait pratiquement adoptée. Elle passait les fêtes avec nous. Elle savait où nous cachions le double des clés de la maison. Elle gardait nos petits-enfants lorsqu'ils venaient nous voir. Si quelqu'un m'avait demandé à l'époque en qui j'avais le plus confiance en dehors de ma famille, j'aurais répondu Diane sans hésiter. C'est curieux de voir comment la trahison arrive presque toujours sous les traits d'un visage familier. Le divorce en lui-même s'était produit 3 ans avant cet après-midi au centre commercial, mais les fêlures avaient commencé bien plus tôt. Richard est devenu distant, pas de manière spectaculaire, juste progressivement. Il répondait aux questions par des phrases plus courtes. Il souriait moins. Les voyages d'affaires sont devenus plus longs. Les appels téléphoniques sont devenus confidentiels. Chaque fois que j'évoquais la retraite, il changeait de sujet. J'ai mis cela sur le compte du stress. Les personnes de notre âge savent à quel point il est facile de trouver des excuses aux signaux d'alarme. Nous nous disons que les mariages traversent des phases. Nous nous convainquons que la patience réparera ce que l'honnêteté risquerait de révéler. Puis, un soir, j'ai trouvé une addition de restaurants, de dîners, du vin cher, une date précise durant une semaine où Richard prétendait recevoir des clients. Même à ce moment-là, je voulais une explication innocente. C'était ma nature. Je croyais les gens jusqu'à ce qu'ils me contraignent à ne plus le faire. La vérité est apparue plusieurs semaines plus tard. Non pas parce que Richard s'est confessé, mais parce que je les ai vus ensemble, leurs mains entrelacées, riant sans effort. Le regard sur leur visage n'était pas de la culpabilité. C'était du soulagement, comme s'ils étaient fatigués de se cacher. La confrontation qui a suivi reste l'une des plus longues soirées de ma vie. Richard s'est assis en face de moi à la table de notre cuisine tandis que Diane pleurait doucement à ses côtés. Non pas pour moi, mais pour elle-même. Je mérite d'être heureux, a fini par dire Richard. Je me rappelle l'avoir dévisagé car, après 35 ans de vie commune, cette phrase semblait venir d'un inconnu. J'ai demandé, étais-tu malheureux au point de détruire notre famille? Il n'a pas répondu. Diane l'a fait. À notre âge, a-t-elle chuchoté, personne ne devrait se contenter du strict minimum. Se contenter du strict minimum? Ce mot a résonné dans mon esprit pendant des mois. Notre vie ordinaire était-elle devenue une situation dont on devait simplement se contenter? Le divorce s'est déroulé plus vite que je ne m'y attendais. Les avocats ne s'attardent pas sur les souvenirs. Ils partagent les biens, attribuent des valeurs,
réduisent des décennies à de la paperasse. Richard a conservé la majeure partie des investissements de retraite liés à ses conditions de rémunération. J'ai gardé la maison après l'avoir refinancée à mon nom, même si la mensualité de l'emprunt est soudainement devenue effrayante. Nos enfants ont essayé de ne pas prendre parti. Je ne le leur ai jamais demandé. Aucun parent ne devrait le faire. Pourtant, chaque fête semblait différente. Chaque anniversaire nécessitait une organisation minutieuse. Chaque photo de famille contenait des lignes de séparation invisibles. La première année après le divorce m'a presque brisé, non pas financièrement, mais émotionnellement. Je me réveillais chaque matin en me demandant qui j'étais si je n'étais plus la femme de quelqu'un. Les amis étaient bienveillants. Tu vas te retrouver, tout arrive pour une raison, tu es plus forte que tu ne le crois. Des mots gentils, mais la force ne vient pas simplement parce que quelqu'un vous prédit qu'elle viendra. Elle vient parce que la vie refuse de cesser d'exiger que vous fassiez face. J'ai passé d'innombrables matinées assise à la table de ma cuisine, devant une tasse de café qui refroidissait, le regard fixé sur le jardin que nous avions autrefois aménagé ensemble. Je pensais que mes années utiles étaient derrière moi. Je pensais que les employeurs voulaient des personnes plus jeunes. Je pensais que l'expérience n'avait plus d'importance. Surtout, je pensais que Richard avait eu raison de partir. Quand une personne que vous aimez décide que vous ne lui suffisez plus, il est surprenant de voir à quel point on commence facilement à le croire soi-même. La femme qui a tendu cette carte de visite au centre commercial n'est pas née du jour au lendemain. Elle s'est construite lentement, un matin difficile après l'autre. Mais en restant là, après avoir laissé Richard et Diane derrière moi, je ne pensais pas à une victoire. Je pensais à la femme que j'avais été autrefois, et au long chemin qui m'avait, d'une manière ou d'une autre, ramené à moi-même. Le lendemain matin de ma rencontre avec Richard et Diane au centre commercial, j'ai déverrouillé la porte de mon bureau 15 minutes plus tôt que d'habitude. Ce n'était pas un grand bureau. Je louais un modeste espace au-dessus d'une agence d'assurance dans un vieil immeuble en briques de l'est de Columbus. La moquette avait connu des décennies meilleures et les fenêtres donnaient sur un parking plutôt que sur les toits de la ville. Mais chaque meuble à l'intérieur m'appartenait. Chaque diplôme encadré sur le mur représentait quelque chose que j'avais acquis après mon divorce. Chaque dossier de client soigneusement empilé sur mon bureau existait parce que quelqu'un avait fait confiance à mon jugement. 3 ans plus tôt, je n'avais pas confiance en mon propre jugement. J'ai posé mon sac à main, préparé du café et croisé mon reflet dans le petit miroir suspendu à côté du porte-manteau. Richard s'attendait à trouver une femme vaincue errant dans le centre commercial. Au lieu de cela, il avait trouvé quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Le plus curieux, c'est que je la reconnaissais à peine moi-même. Le succès a tendance à s'installer discrètement. Il ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Il se glisse à travers de petites victoires qui semblent presque insignifiantes jusqu'au jour où l'on regarde en arrière et où l'on réalise qu'elles ont fini par former une vie tout à fait différente. Mais avant que cela ne se produise, il y a eu des mois où je n'étais pas sûr d'avoir envie de sortir de mon lit. On s'imagine souvent la trahison comme une seule journée terrible. Ce n'est pas le cas. Ce sont les centaines de journées ordinaires qui lui succèdent. Des jours où l'on s'apprête à prendre une deuxième tasse de café avant de se rappeler que plus personne d'autre ne vit ici. Des jours où les voisins cessent de poser des questions parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Des jours où l'on entend sa propre maison craquer la nuit et où l'on réalise que le silence est devenu un nouveau colocataire. Après le divorce, j'évitais de faire les courses le vendredi soir parce que c'était l'habitude que Richard et moi avions prise. Nous flânions dans les rayons en discutant des marques de sauce pour les pâtes, en achetant plus de desserts que nécessaire et en parlant du week-end. Je ne supportais pas de voir des couples faire des choses aussi ordinaires. Même l'église était devenue un moment difficile. Certaines personnes me serraient trop fort dans leurs bras. D'autres évitaient tout contact visuel. Quelques-unes ne parvenaient pas à cacher leur curiosité. Quelle que soit la bienveillance des gens, je me sentais toujours comme la femme dont tout le monde chuchotait l'histoire après le service. La femme dont le mari l'avait quittée pour sa meilleure amie. Cette étiquette me semblait plus lourde à porter que mon propre nom. Un après-midi, ma fille Mélissa est passée me voir avec un bouillon de poule maison. Elle m'a trouvé assise à la table de la cuisine au milieu de courriers non ouverts. « Tu n'as même pas regardé tout ça ?» a-t-elle dit doucement. « Je m'en occuperai. » « Quand ?» J'ai haussé les épaules. Elle s'est assise en face de moi. « Maman, je sais que tu souffres. »« Ça ira. »« Non » a-t-elle dit doucement.
Tu vas survivre. C'est différent. Ces mots me sont restés en mémoire bien après son départ. Elle avait raison. Survivre n'était pas la même chose que vivre. Pourtant, je n'avais aucune idée de la façon de recommencer. La réalité matérielle était impossible à ignorer. L'emprunt immobilier devait être remboursé. Le chauffe-eau a fini par tomber en panne. Les taxes foncières ne se souciaient pas de mes peines de cœur. Pour la première fois depuis des décennies, chaque choix financier reposait uniquement sur mes épaules. J'ai mis à jour mon CV et envoyé des candidatures à des commerces de Columbus. La plupart n'ont jamais répondu. Quelques-uns m'ont invité à des entretiens. Presque chaque entretien s'est soldé de la même façon. Nous recherchons quelqu'un ayant une expérience de gestion plus récente. Nous avons décidé de retenir une autre candidature. Nous vous remercions pour votre intérêt. Un responsable du recrutement, qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, m'a dit avec un sourire poli, « Vous êtes tout à fait qualifiée, Madame Carter. Nous pensons simplement que vous seriez plus heureuse à un poste impliquant moins de responsabilités. » Moins de responsabilités. J'avais passé 35 ans à gérer un foyer, élever des enfants, équilibrer des budgets, former des employés, résoudre des réclamations de clients, organiser des stocks et aider mon mari à bâtir sa carrière. Apparemment, rien de tout cela ne comptait plus. Je suis rentré chez moi en retenant mes larmes. Non pas parce que je tenais à ce poste en particulier, mais parce que je me sentais soudain invisible. Environ 6 mois après le divorce, je suis entré dans une petite librairie indépendante pour m'abriter d'un orage. Le propriétaire était un homme âgé nommé Frank. Sa boutique sentait le café, les vieux papiers et le bois ciré. Alors que je parcourais le rayon économie, il a engagé la conversation. « Vous avez l'air de porter un fardeau bien lourd. » J'ai eu un rire gêné. « C'est si évident ? Seulement parce que j'en ai porté un moi-même après le décès de ma femme. » Nous avons discuté pendant près d'1 heure. Il m'a interrogé sur mon parcours professionnel. Je lui ai dit que j'avais passé des décennies dans la gestion de commerce de détail avant de prendre du recul pour soutenir ma famille. Donc, vous avez aidé des magasins à gagner de l'argent, j'imagine ? Vous avez formé des équipes ? Oui, et j'ai géré des stocks pendant des années. J'ai amélioré le chiffre d'affaires. C'est bien le cas. Il s'est adossé à son fauteuil et a souri. Alors pourquoi demandez-vous à quelqu'un d'autre de vous embaucher ? J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas, parce que, a-t-il dit, il semble que vous ayez passé votre vie entière à résoudre les problèmes commerciaux des autres. J'ai souri. J'ai 60 ans. 60 ans, ce n'est pas la fin du monde. J'en ai 63 aujourd'hui, ai-je rectifié avec un sourire en me remémorant cet échange. Il a ri. C'est encore mieux. Vous avez commis assez d'erreurs pour savoir lesquelles coûtent de l'argent. Cette phrase a changé quelque chose en moi. Pas immédiatement, mais suffisamment. Au cours des semaines suivantes, je me suis inscrite à des cours du soir en gestion au collège communautaire local. Entrer dans ces salles de classe était intimidant. Beaucoup d'étudiants étaient plus jeunes que mes propres enfants. Je craignais d'être la personne la plus âgée de la pièce. Parfois je l'étais, parfois non. Personne ne s'en souciait autant que moi. J'ai appris à utiliser des logiciels de comptabilité récents, les bases du marketing numérique, les systèmes de gestion de stock modernes et les tendances de la vente en ligne. Chaque devoir me rappelait que l'expérience avait toujours de la valeur lorsqu'elle s'accompagnait d'une volonté de continuer à apprendre. Un soir, mon enseignant m'a rendu un projet avec une note manuscrite. Vos recommandations sont concrètes parce qu'elles s'appuient sur du vécu, non sur de la théorie. J'ai conservé ce document. Il se trouve encore aujourd'hui dans le tiroir de mon bureau. Ma première opportunité est née du hasard. La propriétaire d'une boutique de cadeaux du quartier m'a confié qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses ventes stagnaient alors que la fréquentation du magasin restait stable. J'ai proposé d'analyser la situation. Elle a ri, tu veux dire gratuitement ? Pour l'instant, oui. J'ai passé 3 après-midi à observer le comportement des clients dans son magasin. Le problème ne venait pas des produits, mais de la disposition de l'espace. Les articles demandés étaient peu visibles, les présentations saisonnières bloquaient le passage et l'accueil des clients manquait de cohérence. Des choses simples, que j'avais l'habitude de repérer instantanément depuis des années. Après avoir réorganisé la présentation des produits et formé à nouveau le personnel, son chiffre d'affaires mensuel a augmenté de façon significative,
couvrant largement mes modestes honoraires de conseil. Elle m'a serré dans ses bras en me remettant mon premier chèque. Ce n'était pas une grosse somme, juste quelques centaines de dollars, mais je suis resté assise dans ma voiture à le contempler pendant de longues minutes avant de démarrer. Ce n'était pas pour l'argent. C'était une preuve. La preuve que j'avais encore quelque chose de valeur à offrir. La nouvelle s'est répandue de bouche à oreille. Un commerçant en a parlé à un autre, puis à un autre. J'ai créé un site internet simple, fait imprimer des cartes de visite et ouvert un petit bureau. Chaque client représentait un pas de plus vers la confiance retrouvée. En y repensant aujourd'hui, je réalise que Richard et Diane ne se sont jamais souciés de ce que j'étais devenu après le divorce. Peut-être pensaient-ils que j'étais resté exactement là où ils m'avaient laissé. Certains assimilent le silence à l'échec. Ils s'imaginent que si vous ne clamez pas chaque avancée sur tous les toits, c'est que vous n'avancez pas. Alors que je finissais mon café ce matin-là, après cette rencontre au centre commercial, ma secrétaire a frappé doucement à la porte de mon bureau. « Votre rendez-vous de 10 heures vient d'arriver. » J'ai souri. « Faites entrer. » Car pendant que Richard et Diane s'attardaient sur le souvenir de la femme qu'ils pensaient avoir brisée, je m'étais discrètement reconstruite pour devenir quelqu'un d'autre. Ils ne s'en étaient simplement pas rendus compte. La semaine qui a suivi ma rencontre avec Richard et Diane au centre commercial, le quotidien a repris son cours habituel. Cela peut sembler décevant si vous vous attendez à des affrontements spectaculaires ou à des nuits blanches passées à élaborer des projets de vengeance. Mais c'est ainsi que l'on reconstruit sa vie, avec le temps, votre propre avenir devient plus intéressant que le passé de quelqu'un d'autre. Les lundis matins débutaient toujours par un café dans mon bureau avant l'arrivée de l'équipe. Les mardis après-midi étaient généralement consacrés aux visites chez mes clients commerçants. Les mercredis soirs, je participais bénévolement à la banque alimentaire de notre église, où je préparais des cartons de conserve aux côtés de personnes qui ne m'ont jamais posé la moindre question sur mon divorce. Ils se souciaient seulement de savoir si nous avions assez de beurre de cacahuètes et de soupe pour les familles qui venaient le jeudi. Il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Le monde continue de tourner, même lorsque notre cœur pense qu'il devrait s'arrêter. À cette période, Carter Retail Solutions s'était développé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer durant ces mois de solitude après mon divorce. Je ne dirigeais pas une grande entreprise. Cela n'avait jamais été mon but. J'employais 2 collaborateurs à plein temps et un comptable à la retraite qui travaillait 3 jours par semaine parce que, comme il aimait à le dire en plaisantant, sa femme lui avait fait comprendre que la retraite n'était pas censée consister à la suivre partout dans la maison toute la journée. La plupart de nos clients étaient des entreprises familiales, des librairies indépendantes, des quincailleries, des boutiques de cadeaux, de petits magasins de vêtements, des commerces d'ustensiles de cuisine, le genre d'établissement qui donne son identité à un centre-ville. Ces commerces devaient faire face à des difficultés de toutes parts. Les achats en ligne avaient modifié les habitudes de consommation, les grandes enseignes pouvaient négocier des tarifs plus bas et les loyers commerciaux semblaient augmenter chaque année. Des propriétaires qui avaient passé des décennies à bâtir leur activité avaient soudain l'impression que les règles du jeu avaient changé du jour au lendemain. Je comprenais parfaitement ce sentiment. Non pas parce que je possédais leur magasin, mais parce que j'avais dû reconstruire ma propre vie après avoir constaté que les règles de mon mariage, que je croyais immuables, avaient elles aussi changé. Un jeudi matin, j'ai visité un magasin de chaussures familiales qui fonctionnait depuis près de 50 ans. Le propriétaire, Harold, m'a accueilli sur le pas de la porte. « Je suis embarrassé que vous voyiez le magasin dans cet état », a-t-il reconnu. Les étagères semblaient encombrées. Des cartons encombraient des allées qui auraient dû être dégagées. Le personnel semblait affairé mais désorganisé. J'ai souri. « Harold, j'ai vu pire. » Il a ri. « J'espérais que vous me diriez cela. » Pendant plusieurs heures, nous avons parcouru chaque rayon. J'ai posé des questions, j'ai écouté, j'ai observé les clients. J'ai remarqué des détails, une grand-mère qui cherchait des chaussures pour enfants ne trouvait personne pour la conseiller, la caisse bloquait la vue sur une présentation saisonnière, des affiches annonçaient des promotions terminées depuis 2 mois. Rien de dramatique en soi, mais l'accumulation de ces petits dysfonctionnements éloignait discrètement la clientèle. 3 mois plus tard, Harold m'a appelé, la voix enthousiaste, « Je voulais simplement vous dire que nos ventes ont augmenté de 22% par rapport à l'année dernière. » « Ce n'est pas grâce à moi, ai-je répondu. C'est grâce à vous. Non, ai-je ajouté doucement, vous avez accepté de faire des changements. Je vous ai simplement aidé à voir par où commencer.
C'est devenu ma ligne de conduite. Je n'étais pas là pour sauver des entreprises, mais pour rappeler aux propriétaires des forces qu'ils avaient cessé de voir en eux-mêmes. En chemin, j'ai réalisé que je m'adressais à moi-même autant qu'à eux. À cette époque, des amis communs évoquaient parfois Richard de temps à autre, sans que ce soit par médisance. Les petites villes et les cercles de longue date ont cette particularité de faire circuler les informations du quotidien. Quelqu'un mentionnait l'avoir croisé lors d'un dîner de bienfaisance, un autre indiquait qu'il avait pris sa retraite plus tôt que prévu, une autre personne faisait remarquer que Diane avait ouvert 2 nouvelles boutiques. Lors de ces conversations, les gens marquaient généralement un temps d'arrêt pour observer ma réaction. Je me contentais de sourire et d'aborder un autre sujet. Pour tout vous dire, je ne passais plus beaucoup de temps à penser à eux. Cela me surprenait plus que quiconque. Pendant longtemps, je m'étais imaginé que guérir signifiait oublier. En réalité, cela signifiait se souvenir sans éprouver de douleur. Un samedi après-midi, Mélissa est venue me rendre visite avec mes 2 petites filles. Les fillettes se sont empressées de courir dans le jardin pour attraper des papillons pendant que Mélissa m'aidait à préparer le déjeuner. Tout en coupant les tomates, elle m'a regardé. « Tu sembles plus sereine. » Je le suis. Je l'ai remarqué. Elle a souri. Je ne savais pas si je devais t'en parler. Tu peux toujours m'en parler. Elle a marqué un temps d'arrêt. Quand papa est parti, j'ai eu peur que tu passes le reste de ta vie en colère. Moi aussi. Mais ce n'est pas le cas. J'ai réfléchi avant de lui répondre. Être en colère est épuisant. Elle a hoché la tête. Je sais. Non, ai-je rectifié doucement, tu sais ce que cela représente de l'extérieur. Le vivre au quotidien est tout autre chose. Elle a posé sa main sur la mienne. Je suis fier de toi. Ces mots avaient une importance qu'elle ne soupçonnait sans doute pas. Non pas parce que j'avais besoin de compliments, mais parce que mes enfants m'avaient vu surmonter l'une des étapes les plus douloureuses de mon existence. Aujourd'hui, ils voyaient autre chose, la paix. Pendant ce temps, la retraite de Richard ne se déroulait pas tout à fait de la manière dont il l'avait imaginé. Je l'ai appris des mois plus tard, même si je l'ignorais sur le moment. Après des décennies passées dans la vente, il s'attendait à ce que la retraite rime avec liberté. En réalité, il avait le sentiment d'avoir perdu son identité. Son travail lui apportait un cadre, de la reconnaissance, des objectifs. Privé de tout cela, il se sentait désorienté. Diane, quant à elle, s'était investie pleinement dans le développement de ses boutiques. Sa première boutique avait été suivie d'une 2e, puis d'une 3e. Elle avait loué des locaux plus vastes, commandé davantage de stock et embauché du personnel supplémentaire. De l'extérieur, l'entreprise semblait prospère, mais les apparences peuvent s'avérer coûteuses. Le développement nécessite souvent des emprunts. Les emprunts exigent une croissance régulière, et la croissance régulière se produit rarement par la simple volonté du chef d'entreprise. Richard l'encourageait dans son optimisme. Après tout, l'optimisme lui avait bien réussi durant sa propre carrière. Ni l'un ni l'autre ne semblait disposé à se poser des questions délicates tant que l'activité semblait tourner. Plusieurs mois après notre rencontre au centre commercial, j'ai reçu un appel téléphonique d'un directeur adjoint d'une banque régionale. Nous avons eu d'excellents retours sur votre activité de conseil, Madame Carter. Je vous remercie. Nous accompagnons plusieurs commerces de détail qui rencontrent des difficultés financières. Nous souhaiterions disposer d'une analyse opérationnelle indépendante avant de prendre des décisions concernant une restructuration. Ce type de mission était d'une ampleur plus importante que mes projets habituels. J'ai naturellement accepté. Le mardi suivant, un coursier m'a remis plusieurs dossiers volumineux contenant des états financiers, des baux commerciaux, des rapports de stock et des bilans d'exploitation pour 6 commerces différents. J'ai emporté ces documents dans mon bureau et j'ai commencé à les analyser un par un. Le premier concernait un magasin d'articles de sport, le deuxième un commerce d'ustensiles de cuisine, le troisième une chaîne de boutiques de prêt-à-porter. J'ai cessé ma lecture. Le nom de l'entreprise m'était familier, très familier. J'ai tourné la page. C'était bien cela. Propriétaire, Diane Lawson, mon ancienne meilleure amie. Je me suis adossé à mon fauteuil, le regard dirigé vers l'extérieur. Les bilans présentaient une situation préoccupante, un développement trop rapide, une trésorerie en baisse, des stocks qui ne s'écoulaient pas et des dettes croissantes. Sur le papier, les difficultés étaient évidentes. Sur le plan émotionnel,
la situation l'était beaucoup moins. J'ai décroché mon téléphone pour appeler la banque. Je me dois de vous signaler un élément important. Le directeur adjoint m'a écouté avec attention tandis que je lui expliquais mes relations passées avec la propriétaire. Après un long silence, il m'a posé une seule question. Pensez-vous pouvoir rester objective? J'ai regardé les bilans financiers étalés sur mon bureau. 3 ans plus tôt, je n'aurais pas pu répondre par l'affirmative. Aujourd'hui, c'était possible. Oui. Nous nous sommes adressés à vous parce que votre réputation s'appuie sur votre professionnalisme. Après avoir raccroché, je suis resté silencieuse pendant quelques minutes. La vie plaçait un événement inattendu sur ma route. Ce n'était pas une occasion de me venger, mais une opportunité de vérifier si j'étais bien devenue la femme que je pensais être. La nuance avait plus d'importance qu'on ne pourrait le croire. Car la dignité ne se mesure pas à la façon dont on traite ses amis. Elle se révèle dans notre comportement envers ceux qui nous ont donné toutes les raisons de ne pas nous montrer bienveillants. La salle de réunion dominait le centre-ville de Columbus, bien que le ciel gris de novembre rende la ville plus douce qu'à l'accoutumée. Je suis arrivé 20 minutes en avance, comme à mon habitude, muni de ma sacoche en cuir dont les bords s'étaient usés au fil de mes réunions clients. Les vieilles habitudes ont cette particularité de nous rassurer. Lorsque je gérais des magasins des années plus tôt, je considérais le fait d'arriver en avance comme une marque de respect. Aujourd'hui, je savais que c'était aussi une attention envers moi-même. Ces quelques minutes de calme avant une réunion me permettaient d'organiser mes idées, de revoir mes notes et de laisser mes émotions de côté. J'en avais particulièrement besoin aujourd'hui. La banque m'avait demandé de présenter mes conclusions concernant le réseau de boutiques de Diane. Tout ce que je m'apprêtais à exposer s'appuyait sur des données chiffrées, mais toutes les personnes présentes dans cette pièce savaient qu'une autre histoire se dessinait derrière ces tableaux. À 10 heures précises, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Le directeur adjoint de la banque est entré le premier, suivi de 2 chargés d'affaires professionnels. Richard est arrivé ensuite, et Diane lui a emboîté le pas. Pendant un instant, personne n'a parlé. Richard semblait plus âgé que lors de notre rencontre au centre commercial quelques mois plus tôt. Pas de manière spectaculaire, il paraissait simplement fatigué. La retraite l'avait privé de l'assurance que son travail lui apportait autrefois. Ses épaules semblaient plus lourdes et ses rides plus marquées. Diane était toujours très élégante, vêtue d'un tailleur bleu marine et d'un foulard en soie noué autour du cou, mais j'ai remarqué un détail que je n'aurais pas décelé des années plus tôt, elle semblait soucieuse. Son sourire s'est effacé presque aussitôt après être apparu. Le directeur adjoint de la banque a rompu le silence. Je vous remercie tous d'être venus. Nous avons échangé des salutations polies, sans plus. Pas d'allusions embarrassantes au passé, pas d'efforts forcés pour se montrer aimable, simplement des professionnels réunis pour une réunion difficile. Alors que chacun s'installait, j'ai ouvert mon dossier. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'analyser votre activité, ai-je commencé. Le son de ma voix m'a surprise moi-même, calme, posé, le ton exact que j'employais avec tous mes clients. J'ai affiché la première diapositive de ma présentation. Je vais me concentrer sur les aspects opérationnels de l'entreprise plutôt que sur des choix personnels. Mon rôle consiste à identifier les points forts, les difficultés et les ajustements susceptibles d'améliorer la pérennité de l'activité à long terme. Les chargés d'affaires ont hoché la tête, Richard a croisé les bras et Diane est restée immobile. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, j'ai exposé mon analyse détaillée, magasin par magasin, secteur par secteur. Le point de vente d'origine restait rentable en dépit d'une concurrence accrue. Le deuxième magasin rencontrait des difficultés en raison d'une baisse de la fréquentation du quartier après la fermeture de plusieurs commerces de proximité. Le troisième point de vente avait ouvert ses portes avant que les 2 premiers ne génèrent une trésorerie suffisante et régulière pour soutenir ce développement. Les niveaux de stock avaient presque doublé en moins de 2 ans. Une grande partie de ces stocks étaient constitués d'articles saisonniers qui n'avaient pas trouvé preneur en temps voulu. Les frais de stockage augmentaient, les démarques réduisaient les marges et les dépenses de communication s'étaient accrues sans amener suffisamment de nouveaux clients. Pris individuellement, ces dysfonctionnements n'étaient pas insurmontables. Accumulés, ils créaient une situation préoccupante. Je m'exprimais avec mesure, non pas pour ménager la sensibilité de Diane, mais par souci d'exactitude, ce qui est essentiel lorsque l'activité de quelqu'un est en jeu. Après avoir présenté les données financières, j'ai marqué un temps d'arrêt. La bonne nouvelle, ai-je ajouté, c'est que ces difficultés peuvent être surmontées.
Pour la première fois depuis le début de la réunion, Diane m'a regardé directement. Comment ? C'était une question simple, sans animosité ni ironie, témoignant simplement de sa fatigue. J'ai tourné la page. En fermant le point de vente le moins rentable avant qu'il ne fragilise les autres. Richard a bougé sur sa chaise. J'ai poursuivi, en réduisant les stocks pour vous concentrer sur les articles les plus vendus au lieu de proposer un choix trop vaste. En renégociant les contrats d'approvisionnement. En adaptant le planning du personnel en fonction des heures d'affluence plutôt que de conserver des horaires fixes. J'ai expliqué chaque recommandation de manière simple, sans jargon inutile. Un bon conseil n'a pas besoin de termes compliqués. Quand j'ai eu fini, un silence s'est installé dans la pièce. L'un des chargés d'affaires a fini par prendre la parole. Madame Carter, d'après votre expérience, pensez-vous que cette entreprise puisse se redresser ? Oui. Diane a cligné des yeux, et Richard a décroisé les bras. Mais à la condition, ai-je ajouté, que des décisions difficiles soient prises rapidement. Attendre 6 mois de plus réduirait considérablement les options disponibles. Richard s'est penché en avant. Je ne partage pas certaines de vos analyses. Sa voix restait courtoise, bien qu'une pointe d'irritation soit perceptible. J'ai hoché la tête. Lesquelles ? Il a désigné l'un des graphiques. Vous sous-estimez la fidélité de la clientèle. C'est possible. Nos clients connaissent Diane personnellement. Je n'en doute pas, donc, ils continueront à venir. J'ai joint mes mains. La fidélité de la clientèle est un atout précieux, mais elle ne permet pas de rembourser les emprunts, d'honorer les baux commerciaux ou de régler les factures des fournisseurs. Les clients fidèles ont eux aussi un budget à respecter. Un nouveau silence s'est installé. Le directeur adjoint de la banque est alors intervenu. Nos analyses internes parviennent à des conclusions similaires. Richard a regardé le directeur, puis m'a fixé, avant de baisser les yeux sans chercher à argumenter davantage. Diane a refermé doucement le dossier posé devant elle. Je savais que la situation n'était pas idéale, a-t-elle reconnu à mi-voix, mais je ne pensais pas que les choses se dégraderaient si vite. Personne ne lui a fait de reproches. La gestion d'une entreprise finit souvent par rendre humble. La réunion s'est poursuivie durant une demi-heure pour évoquer les échéances, les possibilités de financement et le plan de restructuration. Tout au long de l'échange, je n'ai pas fait la moindre allusion à notre passé commun, ni à leur liaison, ni à notre rencontre fortuite au centre de shopping. Ces éléments appartenaient à un autre contexte. Le professionnalisme ne consiste pas à nier le passé, mais à refuser de le laisser dicter notre conduite présente. À la fin de la réunion, chacun a rassemblé ses documents. Les chargés d'affaires sont partis les premiers, puis le directeur adjoint s'est éclipsé pour répondre à un appel. En quelques secondes, Richard, Diane et moi nous sommes retrouvés seuls. Un silence pesant s'est installé. Diane s'est levée. Je vais t'attendre dehors. Richard a hoché la tête. Après son départ, il est resté debout près de la table de réunion. Pendant un moment, il s'est contenté de me regarder, non pas avec irritation ou condescendance, mais avec étonnement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Comment as-tu appris tout cela ? J'ai failli sourire. Sa question ne concernait pas réellement les affaires, elle s'adressait à la femme qu'il avait en face de lui. Il se rappelait l'épouse qui préparait la maison pour les réunions de famille, s'occupait des repas des enfants, n'oubliait aucun anniversaire et l'avait soutenu dans sa carrière. Il n'avait jamais pris le temps de s'intéresser au reste. Je lui ai répondu en toute franchise. Je ne suis pas devenu compétente du jour au lendemain. Il a froncé légèrement les sourcils. J'ai passé des décennies à observer le fonctionnement des entreprises. J'avais simplement fini par croire que ces compétences n'avaient pas d'importance. Il a baissé les yeux vers la table de réunion. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Je sais. Un nouveau silence s'est installé. Puis il a ajouté, comme pour lui-même, quand as-tu changé ? J'ai pris le temps de réfléchir à ma réponse. J'ai pris conscience de mes capacités le jour où les personnes en qui j'avais confiance ont cessé de croire en moi. Ses yeux ont laissé paraître un sentiment inattendu, du regret, un regret discret, le genre de regret qui se manifeste bien trop tard. Il a semblé vouloir ajouter quelque chose, puis s'est ravisé. Parfois, les mots ne suffisent plus. J'ai repris ma sacoche. J'espère que ces préconisations vous seront utiles. Elles le seront, a-t-il dit doucement.
J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la sortie. Cette fois, en passant à côté de lui, aucun de nous ne s'est retourné. Cette réunion n'avait pas pour but de lui montrer que j'étais plus forte que lui, mais simplement de me prouver que je n'avais plus besoin de le faire. 3 semaines après la réunion à la banque, j'étais en train de tailler mes derniers rosiers avant l'hiver quand mon téléphone portable a sonné. Le numéro ne figurait pas dans mes contacts. D'ordinaire, je laisse les appels inconnus aller vers la messagerie. Cet après-midi-là, pour une raison que je ne saurais expliquer, j'ai répondu. Allô? Un court silence s'en est suivi, puis j'ai entendu une voix inattendue, Evelyne, c'est Richard. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le vent déplaçait quelques feuilles sèches dans le jardin de devant, et plus loin dans la rue, on entendait le ronronnement régulier d'une tondeuse. Des bruits ordinaires, de ceux qui rappellent que la vie suit son cours même lors des échanges délicats. J'espère que je ne te dérange pas, a-t-il dit. Pas du tout. Je me demandais, a-t-il hésité, si tu accepterais que nous prenions un café ensemble? J'ai regardé mes gants de jardinage. 3 ans plus tôt, j'aurais passé des heures à me demander ce qu'il attendait de moi. À cet instant, ma première réflexion a été beaucoup plus simple, avais-je envie d'y aller? Étonnamment, la réponse s'est imposée d'elle-même. D'accord. Nous avons convenu de nous retrouver le mardi matin suivant dans un café indépendant où nous n'avions jamais eu l'habitude d'aller durant notre mariage. Je préférais qu'il en soit ainsi. Certaines discussions nécessitent un terrain neutre. À mon arrivée, Richard était déjà installé près de la fenêtre, 2 tasses de café posées sur la table. Il s'est levé à mon approche. Tu le prends toujours avec juste un nuage de lait. J'ai souri poliment. Je suppose que je suis devenu prévisible avec l'âge. Il a eu un petit rire. Je pense que nous avons tous les deux mérité ce privilège. Nous nous sommes assis. Durant les premières minutes, l'échange est resté sur des sujets simples, le temps, nos petits-enfants, le fait que l'année soit passée si vite. C'était étrangement similaire à une discussion avec un ancien voisin. Puis Richard a joint ses mains autour de sa tasse. Je te dois des excuses. Je ne l'ai pas interrompu. J'aurais dû le faire il y a bien des années. Il a regardé par la fenêtre avant de poursuivre. J'ai passé beaucoup de temps à me dire que quitter notre mariage consistait simplement à suivre mes sentiments. Il a secoué la tête. Ce n'est pas toute la vérité. J'ai attendu. La vérité, a-t-il dit doucement, c'est que j'aimais me sentir admiré. Cette phrase témoignait d'une honnêteté rare de sa part. Mon travail me donnait un sentiment d'importance, les déplacements, les promotions, l'attention. En chemin, j'ai fini par croire que je méritais plus qu'une vie ordinaire. Tu as qualifié cela de routine, ai-je dit doucement. Il a fermé les yeux un instant. Je m'en rappelle. Je ne l'ai jamais oublié. Je sais. Il a pris une inspiration. Avec le recul, je n'étais pas malheureux à cause de toi. Je ressentais une insatisfaction personnelle parce que je ne savais pas qui j'étais sans cette recherche constante d'approbation. Ces explications me semblaient tout à fait plausibles. La retraite l'avait privé de la reconnaissance que sa carrière lui apportait. Privé de cela, il avait été contraint de porter un regard lucide sur lui-même. Ta remarque au centre commercial, a-t-il ajouté d'une voix plus basse. J'y pense presque tous les jours. Je me rappelais chaque mot. Je peux presque sentir l'odeur du désespoir, ai-je répété. Il a hoché la tête, embarrassé. J'avais besoin de croire que tu avais encore besoin de moi. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi? Parce que si tu t'en sortais très bien sans moi, a-t-il soupiré, j'étais contraint d'admettre ce que j'avais réellement gâché. C'était bien cela, non pas une excuse, mais un aveu. J'étais embarrassé, a-t-il dit. Non pas par toi, mais par moi-même. Pour la première fois depuis notre divorce, je percevais l'inquiétude de cet homme derrière l'assurance du commercial. L'âge a cette particularité de faire tomber les masques que nous portions autrefois si facilement. Je t'ai sous-estimé, a-t-il poursuivi. Je me suis sous-estimé moi-même, ai-je répondu. Il a eu un sourire triste. Je suppose que c'est le cas pour tous les deux. Nous sommes restés silencieux un moment. Je ne ressentais plus aucune colère envers lui, simplement de la curiosité. Comment se passent les choses avec Diane, ai-je fini par demander. Il m'a répondu franchement. C'est compliqué.
J'ai apprécié qu'il ne cherche pas à faire croire que tout allait bien. Nous faisons notre possible pour préserver l'entreprise. Et votre couple? Il a eu un sourire las. Nous nous efforçons de le construire. La nuance ne nous a pas échappé. Les relations nées dans la nouveauté doivent un jour faire face au quotidien. Certaines y parviennent, d'autres non. Tes préconisations nous aident beaucoup, a-t-il ajouté après un moment. La banque a accepté de rééchelonner les emprunts. Diane a fermé le point de vente le moins rentable la semaine dernière. C'est une bonne chose. Je n'étais pas sûr que tu acceptes d'analyser notre situation. Je n'en étais pas sûr non plus. Il m'a observé un moment. Pourquoi l'as-tu fait? J'ai répondu sans hésiter, parce que je ne voulais pas que la situation la plus douloureuse de mon existence devienne la raison pour laquelle je cesserais d'être la personne que je souhaite être. Il a hoché lentement la tête. J'aurais aimé comprendre cela plus tôt. Moi aussi. Au moment de partir, Richard a esquissé un geste pour me serrer la main, puis l'a rabaissé de manière un peu embarrassée. Je ne sais plus trop quel comportement adopter. J'ai souri doucement. Une poignée de main convient très bien. Nous nous sommes serrés la main, un geste simple, courtois et définitif. En regagnant ma voiture, j'ai réalisé une chose inattendue, ces excuses ne changeaient rien à mon passé, mais elles venaient clore une interrogation que je portais encore sans le savoir. 2 semaines plus tard, ma secrétaire m'a annoncé une visite imprévue. Evelyne, Diane Lawson est là. J'ai levé les yeux de mes dossiers. Faites-la entrer. Diane est entrée d'un pas lent, sans sac à main, sans paquet, dépouillée de son assurance habituelle. Elle s'est assise avant de prendre la parole. J'ai failli faire demi-tour 3 fois sur le parking. Je te crois. Elle a eu un rire nerveux. J'ai préparé cette discussion depuis des jours. Alors, oublie tes préparations. Cela l'a fait sourire pour la première fois. C'est juste. Elle a serré ses mains l'une contre l'autre. J'ai passé des années à me dire que notre relation avait débuté parce que Richard et moi étions tombés amoureux. Elle m'a regardé en face. Ce n'était pas le point de départ. J'ai écouté sans l'interrompre. Le point de départ, c'était l'envie. Ces mots me surprenaient plus que tout ce qu'elle aurait pu me dire. J'enviais ton foyer. Mon foyer? Tu semblais toujours si sereine. Elle cherchait ces mots. Tu n'avais pas besoin d'attirer l'attention sur toi. Les gens te faisaient confiance. Tes enfants t'appelaient pour te demander conseil, tes amis comptaient sur toi. Elle a eu un rire sans joie. J'ai confondu cela avec une vie banale. Je me suis rappelé une phrase qu'elle avait prononcée autrefois, personne ne devrait se contenter du strict minimum. Elle a hoché lentement la tête. Je pensais que le bonheur résidait dans la nouveauté. Aujourd'hui, je sais que la paix a de la valeur. Ni l'une ni l'autre n'avons cherché à nier le passé. Certaines blessures laissent des traces qui ne disparaissent pas, mais elles finissent par ne plus faire souffrir chaque fois qu'on les remarque. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, a-t-elle dit. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai réfléchi à ces paroles. Je pense que la notion de pardon est souvent mal comprise. Elle a attendu que je poursuive. Pardonner ne signifie pas que l'on trouve un comportement acceptable. Cela signifie simplement que l'on refuse de le laisser dicter le reste de son existence. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu me détestais. Ce fut le cas. Elle a relevé la tête. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'espère que tu parviendras à devenir une personne que tu pourras respecter. Des larmes ont rempli ses yeux, des larmes discrètes, de celles qui apparaissent lorsqu'on vous dit la vérité sans chercher à vous blesser. Après son départ, j'ignorais ce que l'avenir réservait à Richard et Diane, mais cela ne relevait plus de ma responsabilité. L'essentiel résidait dans un fait beaucoup plus simple, pour la première fois depuis des années, nous avions cessé de nous réfugier derrière des faux-semblants. La vérité, même lorsqu'elle se manifeste tardivement, a cette capacité d'apporter la paix. L'hiver a doucement laissé la place au printemps, comme il l'avait toujours fait. Les tulipes que j'avais plantées après mon divorce sont sorties de terre, colorées et vigoureuses, rappelant que la vie reprend ses droits quelle qu'ait été la rigueur de la saison passée. Chaque matin, je passais devant elles en me dirigeant vers ma voiture pour me rendre au bureau. Ces fleurs étaient devenues un repère discret dans mon quotidien, non pas pour leur caractère exceptionnel, mais simplement parce qu'elles étaient là, fidèles au rendez-vous.
C'est à cela que ressemble souvent la reconstruction, on ne devient pas courageux du jour au lendemain, on continue simplement d'avancer pas à pas. Au cours des mois suivants, Carter Retail Solutions a poursuivi son développement de manière régulière et mesurée, ce qui s'avérait être une approche bien plus saine de la réussite. J'ai refusé des projets qui m'auraient imposé des déplacements continuels. À 63 ans, je n'estimais plus que chaque opportunité devait être acceptée. La liberté ne réside pas dans un emploi du temps surchargé, mais dans la possibilité de choisir ce à quoi l'on souhaite consacrer son temps. Je préférais m'investir dans un projet qui me tenait particulièrement à cœur, aider les personnes de ma génération à réaliser qu'elles avaient encore un rôle à jouer. Un mercredi soir sur deux, notre salle de réunion accueillait des hommes et des femmes de 50, 60 ou 70 ans. Certains étaient à la retraite et souhaitaient entamer une seconde activité, d'autres avaient perdu leur conjoint, d'autres encore avaient traversé des divorces qui les laissaient désorientés après la fin de la vie qu'ils avaient planifiée. J'avais appelé ces ateliers nouveaux chapitres. Nous abordions des aspects concrets, la rédaction d'un CV moderne, l'apprentissage des outils numériques, la création de petites structures ou la reprise de confiance après une absence prolongée du monde du travail. Mais nous parlions également d'un sujet moins matériel, l'espoir. Un soir, un participant prénommé Walter a levé la main. Pour être tout à fait honnête, a-t-il reconnu, j'ai 68 ans. Qui va m'embaucher ? Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai souri, me rappelant m'être posé presque la même question. J'ignore qui vous embauchera, ai-je répondu, mais je sais une chose. Le silence s'est fait dans la pièce. L'expérience ne perd pas sa valeur avec les années. Walter a eu un petit rire. J'avais besoin d'entendre cela. Non, ai-je ajouté chaleureusement, vous aviez besoin de vous en rappeler. À la fin de la séance, les participants échangeaient leurs coordonnées, se donnaient des conseils et s'encourageaient mutuellement. Assister à cela m'apportait une satisfaction bien plus grande que la signature de n'importe quel contrat de conseil. Aider quelqu'un à retrouver de l'assurance pour l'avenir est une activité qui a du sens. Durant cette période, je recevais de temps à autre des nouvelles de l'activité de Diane. Elle avait appliqué presque toutes les préconisations de mon rapport. Elle avait fermé un point de vente, renégocié les baux commerciaux, réduit ses stocks et simplifié ses gammes de produits. Cela n'avait pas été facile, il avait fallu reclasser du personnel et mener des discussions délicates. Mais l'entreprise s'était stabilisée, non pas par ma seule intervention, mais parce qu'elle avait fini par prendre des décisions fondées sur la réalité plutôt que sur l'orgueil. Richard semblait lui aussi différent lorsque nous nous croisions lors d'événements locaux. Son sourire s'était fait plus doux, et il se montrait plus à l'écoute. L'âge a cette faculté d'apporter des enseignements que la réussite a tendance à différer. Un samedi de mai, Mélissa nous a réunis pour le spectacle de fin d'année de mon aîné à l'école primaire. La salle de spectacle était animée, regroupant des grands-parents munis de bouquets, des parents installant leurs appareils photo et des enfants qui chuchotaient derrière le rideau. J'ai trouvé une place vers l'avant, à côté de mon fils et de sa famille. En attendant le début de la représentation, j'ai aperçu quelqu'un debout quelques rangs derrière nous, Richard. Diane se tenait à ses côtés. Notre petite fille nous a repérés avant le début du spectacle et nous a fait de grands signes joyeux. Elle ne voyait pas de famille séparée, elle voyait simplement des personnes qui l'aimaient. Cette simplicité m'a touché plus profondément que je ne m'y attendais. Après le spectacle, les enfants ont rejoint leurs proches. Ma petite fille est venue se jeter dans mes bras la première. « Mamie, tu as entendu mon solo ? Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. » Elle rayonnait de fierté. Quelques instants plus tard, Richard s'est approché. Il n'y avait plus d'embarras entre nous, simplement une complicité façonnée par le temps. « Elle a été formidable », a-t-il dit. « C'était la meilleure prestation de la pièce », ai-je répondu. Il a ri. Je pense que tous les grands-parents ici présents disent la même chose. Alors nous avons probablement tous raison. Pendant un moment, nous avons regardé notre petite fille discuter avec ses cousins. Puis Richard s'est tourné vers moi. Je voulais te dire quelque chose. J'ai attendu. L'entreprise a terminé le trimestre avec un bilan positif. C'est une excellente nouvelle. Oui. Il a hoché la tête pensivement. Tu as contribué à la préserver. C'est Diane qui l'a préservée. Vous lui en avez donné l'opportunité. J'ai souri. Elle a choisi de la saisir. Il m'a regardé avec une reconnaissance sincère. Merci.
Ces mots résonnaient bien différemment de ce qu'il en aurait été des années plus tôt. Ils ne comportaient aucune attente, aucun espoir sous-jacent, aucun différend non réglé, simplement de la gratitude. Alors qu'il rejoignait Diane, j'ai réalisé une chose surprenante, il fut un temps où les voir ensemble auraient rouvert toutes mes blessures. Aujourd'hui, cela me rappelait simplement le chemin que nous avions tous parcouru, non pas vers la perfection, mais vers l'honnêteté. Ce soir-là, je me suis installé sur ma terrasse arrière avec une tasse de thé tandis que le soleil déclinait derrière les arbres, dans ce même jardin où je m'étais autrefois demandé si ma vie n'était pas finie. J'ai repensé à notre rencontre fortuite au centre commercial, le sourire ironique de Richard, la proposition de Diane pour un poste à $18 de l'heure, la carte de visite présentée et le téléphone tombé au sol. Pendant longtemps, j'avais cru que ce moment représentait ma vengeance. Aujourd'hui, je le perçois différemment. Cette carte de visite n'avait pas d'importance parce qu'elle les avait embarrassés, elle avait de la valeur parce qu'elle symbolisait chaque matin où j'avais choisi de me lever quand rester au lit semblait plus facile. Chaque cours auquel j'avais assisté malgré le sentiment de ne pas être à ma place, chaque client qui m'avait fait confiance, chaque erreur qui m'avait apporté un enseignement utile, chaque larme qui avait fini par laisser la place à l'espoir. La plus belle réussite n'était pas d'avoir montré à Richard qu'il avait tort, c'était de m'être prouvé à moi-même que ma valeur n'avait jamais dépendu du regard d'un autre. S'il est un enseignement que ces années m'ont apporté, c'est bien celui-ci, les gens peuvent trahir votre confiance, méconnaître votre valeur ou revenir sur des promesses qu'ils vous ont faites. Mais ils ne peuvent pas décider de la personne que vous devenez par la suite. Vous êtes la seule à pouvoir faire ce choix. Et parfois, la plus belle des réponses n'est pas une revanche, c'est simplement de vivre pleinement, sincèrement et sereinement, de sorte que l'amertume ne trouve plus de place pour s'installer dans votre cœur. Si mon parcours vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, j'espère que vous garderez cette idée en mémoire la prochaine fois que la vie exigera de vous plus que vous ne pensez pouvoir donner. Et si vous avez vous-même reconstruit votre vie après une épreuve, une perte, un départ à la retraite ou une déception, je vous invite à partager votre histoire. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de retrouver l'espoir que vous avez su acquérir. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce parcours a trouvé un écho en vous, j'espère que vous le partagerez avec une personne qui pourrait avoir besoin de se rappeler que les secondes chances existent bel et bien. Et vous serez toujours les bienvenus pour un prochain échange.